Messieurs les anciens combattants et porte-drapeaux, mesdames et messieurs les élus, loupiaquaises, loupiaquais, chers enfants, nous célébrons ce matin le 75e anniversaire de la capitulation sans condition de l'Allemagne nazie, vaincue par l'armée rouge soviétique et les forces alliées à Berlin le 8 mai 1945. Jour de délivrance pour des millions de militaires et de civils qui n'en pouvaient plus de ce cauchemar et de ces souffrances. Jour de liberté pour les survivants des camps de concentration et d'extermination où furent internés et déportés des millions de juifs, tziganes, homosexuels, résistants, communistes, francs-maçons, condamnés à l'enfer pour leurs idées, leur race, leur religion ou leur mœurs. La fin du conflit pour notre pays, qui était entré en guerre en 1939, mal préparé, sans les armes pour affronter l'ennemi nazi, comme le constata à l'époque le général de Gaulle, qui prônait le développement d'unités blindées, très mobiles, mais qui ne fut pas écouté. On s'interroge encore sur la véritable volonté des dirigeants français de l'époque de résister et vaincre l'ennemi quand faisait florès dans les hautes sphères la formule « mieux vaut Hitler que le Front populaire ». Des milliers de Français furent envoyés au sacrifice sans leur donner les moyens de lutter à armes égales. Des milliers furent prisonniers. C'est le cas de Jean-Pierre Ducos, né le 14 mai 1912 à Sauternes d'un père vigneron, natif de Pujol-sur-Ciron, et d'une mère native de Sauternes, commune où ils se marièrent en 1911. Ses deux sœurs y naîtront également. Au cours du temps, la famille habite plusieurs villages. Lors de la conscription de 1932, Jean-Pierre Ducos réside avec ses parents dans la commune de Coimère et il est recensé comme cultivateur. Le 17 avril 1934, il est affecté au 18e régiment d'infanterie à Pau. En 1936, la famille Ducos s'installe à Loupiac, dans le Haut-Loupiac. Ducos est mobilisé en 1939 lors de la déclaration de guerre à l'Allemagne, à l'âge de 27 ans. Il est célibataire. Le 4 septembre, il est affecté par le centre mobilisateur de Bordeaux au 123e régiment d'infanterie, puis au 8e régiment de train. Sans trace des journaux de marche et de ces régiments, difficile de suivre son parcours de soldat. Nous savons cependant, grâce aux archives retrouvées et conservées à la mairie de Loupiac, dont des documents en langue allemande, qu'il était prisonnier de guerre dans le Stalag 17B, situé à Kremkneissendorf, près du Nadum, dans un secteur allant de la Basse-Autriche au sud-est de la Bohême et du sud de la Moravie. Le deuxième classe fut donc un des 1 845 000 prisonniers de guerre français, soldats et sous-officiers, capturés durant l'été 1940 par les armées du Troisième Reich, après la capitulation française, et qui furent envoyés ensuite à pied ou en train dans des camps en Allemagne, dans des stalags. Celui où est envoyé Jean Ducos est un des plus grands camps de prisonniers de guerre du Troisième Reich. En décembre 1940, on y dénombrait environ 45 000 Français et Belges. Les 9/10 des prisonniers vivaient hors du camp de base, dans des détachements de travail répartis dans toute la 17e circonscription militaire allemande. Le 6 septembre 1941, il est affecté dans un Arbeitskommando dans la ville de Hague, en Autriche, distante de 300 km. Ce jour-là, le soldat Jean-Pierre Ducos est victime d'un accident. Son pied droit est arraché par le mécanisme d'une batteuse. Il décède d'une hémorragie à 14h30 avant l'arrivée d'une ambulance. Information transmise par la Croix-Rouge allemande. Une lettre de 1943 que nous avons retrouvée évoque que le père de Jean-Pierre Ducos est très affligé du décès de son fils. Ce père était un ancien combattant de la guerre 1914-1918 dont il portait encore les souvenirs dans sa chair. Il avait été amputé de plusieurs orteils aux 2 pieds suite à des gelures. La guerre 1939-1945 lui enlève son fils unique, qui décède loin du pays à l'âge de 29 ans. Le soldat du 8e régiment du train, Jean-Pierre Ducos, est inhumé avec les honneurs militaires au cimetière de la ville de Hague. Déclaré mort pour la France, il est réinhumé en 1958 à la nécropole nationale de Strasbourg-Cronenbourg. Il mérite qu'on honore sa mémoire en ce jour du souvenir.
Roland Lamotte est un autre soldat loupiaquais qui fut rappelé lors de la déclaration de guerre en 1939. Il a le même âge que Jean-Pierre Ducos, 25 ans. Il est natif de Gornac, où il réside jusqu'à son départ au service militaire en 1933. Il exerce comme maçon entrepreneur. Son père, Jean-Pierre, tailleur de pierre, est né en 1875. Il a été mobilisé lors de la Première Guerre mondiale. Sa mère, Jeanne-Agnès Farfal, est native de Saint-Pierre-de-Bath en Gironde, où elle se marie en 1900. Dernier né de la famille, Roland Lamotte avait un grand frère, né en 1906, et une grande sœur, née en 1908. Le 2 mars 1935, Roland Lamotte épouse à Loupiac Jeanne Gabas, fille de cultivateurs originaires d'Espagne. Il a 23 ans. De leur union naîtront 2 enfants, Jean-Marc en 1935 et Eliane en 1938. Dans cette même période, on note la disparition de son beau-père et de son père. Il s'installe définitivement à Loupiac le 8 mars 1938 au lieu-dit Roby-du-Haut. Lorsqu'il est rappelé, le 5 septembre 1939, Roland Lamotte est affecté au dépôt d'artillerie numéro 38 à La Rochelle. Le 7 novembre, il est dirigé pour instruction sur le centre d'armement hippomobile à Gers, dans les Hautes-Pyrénées. Le 1er décembre 1939, soit 3 mois après sa mobilisation, il est hospitalisé pour grippe à l'hôpital mixte de Tarbes. Puis, ce soldat ira d'hôpital en hôpital. Le 20 décembre 1939, il est hospitalisé à l'hôpital Aristide Briand à Pessac, puis au centre de gastro-entérologie de Codéran. En janvier 1940, il est transporté à Bordeaux, à l'hôpital complémentaire La Bruyère. Le 2 février, il est admis à l'hôpital militaire Robert Picquet, au service de chirurgie, pour appendicite subaigu. Et ensuite, le 20 mai, au service de médecine contagieux pour péritonite tuberculeuse. Le 6 juin, il est admis à l'hôpital Saint-Joseph-du-Has pour péritonite bacillaire en l'attente de la réforme numéro 1. Aucun document en notre possession nous indique si son dossier a été présenté à la commission des réformes. En tout cas, le 13 juin 1940, Roland Lamotte sort de l'hôpital Saint-Joseph-du-Has pour 30 jours de convalescence à son domicile à Loupiac. Selon le deuxième rapport de la gendarmerie de la brigade de Cadillac du 2 avril 1941, à son arrivée, le 13 juin 1940, il est alité car son état de santé est très mauvais. Monsieur le docteur Donnet de Cadillac le soigne dès son arrivée et jusqu'à son décès pour l'affectation qu'il avait contactée au régiment en 1939. Roland Lamotte décède donc le 29 juin à 8 h du matin à Loupiac, à son domicile, suite de maladie, 9 mois après son départ à la guerre. Il laisse une veuve avec ses 2 enfants en bas âge, dans la peine et dans une situation très précaire pour vivre et survivre. De ce fait, le conseil municipal de Loupiac décide de mettre à la charge de la commune les frais funéraires. Malgré des démarches de la veuve pour obtenir une reconnaissance, le 22 octobre 1943, la commission consultative médicale estime que la maladie cause du décès ne doit pas être considérée comme contractée en service. Roland Lamotte n'a pas droit à la mention « mort pour la France ». Cette décision administrative aura de lourdes conséquences. Pour Roland, la non-inscription dans la marge de son acte de décès « mort pour la France ». Pour Jeanne, son épouse, elle sera veuve de guerre, sans pension, et ses enfants ne seront pas déclarés pupilles de la nation. Malgré cela, son nom a été gravé sur le monument aux morts de Loupiac qui est derrière moi. Les élus qui ont pris la décision de l'inscrire à l'époque ont fait un acte de mémoire juste et courageux. Le 2e canonnier, Roland Lamotte, est bien mort pour la France. Il est inhumé au cimetière de Loupiac. C'est l'occasion d'avoir une pensée pour toutes ces femmes qui se sont retrouvées veuves, toutes ces familles qui ont pleuré la disparition d'un fils, d'un frère, tous ces enfants privés de père. Et souvent la misère, la privation, se rajoutait à la perte d'un être cher. Chaque année, depuis 12 ans, c'est grâce au travail bénévole de M. Brisset, de Mémoire de Cadillac, que la vie de ces soldats et de leurs familles sort un instant de l'oubli et rejaillit dans nos cœurs. Je le remercie une nouvelle fois au nom de toute la communauté loupiacaise pour ce qu'il a fait pour notre village, pour tout le bien et le réconfort qu'il a pu apporter à des familles. Le 8 mai 1945 sonnait alors peut-être comme une délivrance, l'espoir de jours meilleurs, l'espoir de jours heureux. C'était le message que portait arme à la main le Conseil national de la résistance avec son beau programme publié en mars 1944. Ce programme garantissait après la victoire l'instauration d'une véritable démocratie économique et sociale
impliquant l'éviction des grandes féodalités économiques et financières de la direction de l'économie. Une organisation rationnelle de l'économie assurant la subordination des intérêts particuliers à l'intérêt général et affranchie de la dictature professionnelle instaurée à l'image des États fascistes. Et enfin, un plan complet de sécurité sociale. On peut relever un pays en ruine avec des mesures sociales. Le programme comptait sur les comités locaux de libération pour imposer les conditions de son développement. À Cadillac, le comité était dirigé par une future loupiacaise, Madame Visantin, qui organisa, dès la libération de Cadillac, le ravitaillement. Elle participa à la résistance et prit des risques en transmettant entre autres des informations de part et d'autre de la ligne de démarcation. J'ai eu l'honneur de la rencontrer et qu'elle me confie une petite partie de son histoire. Elle est à l'image de ces milliers de Français qui choisirent de continuer la lutte après juin 40 sans avoir entendu les appels, même sans avoir entendu les appels du responsable communiste Charles Tillon le 17 juin à Bordeaux ou du général de Gaulle le 18 juin à Londres. Pierre-Louis Boudeille, un jeune instituteur loupiaquais, était un de ceux-là. Pour fuir le service du travail obligatoire instauré par le gouvernement de Vichy, il prit le maquis dans le Gers. En 1943, dénoncé, son groupe est arrêté, il est torturé. En janvier 1944, il est déporté dans un terrifiant commando, Elrich, une annexe du camp de concentration de Dora. Il survivra 1 an aux inhumaines conditions de travail et de détention. Il y mourra le 2 février 1945 à l'âge de 22 ans. De 1939 à 1945, des femmes et des hommes revêtus de l'uniforme de soldats ou de prisonniers ou porteurs des habits de la résistance sont morts pour que liberté, égalité, fraternité ne soient pas effacées du fronton de nos mairies, du timbre qu'on colle sur les enveloppes, des faces d'une pièce de monnaie. Ces principes qui fondent notre République, qui doit de plus en plus avoir le souci d'être sociale, sont toujours fragiles. Ils sont menacés à la moindre crise, même sanitaire. À notre tour, de les protéger, de les défendre, de réclamer à nouveau le droit d'être heureux dans une nation et une Europe apaisée, soucieuse du bien-être du monde, de sa population et de son environnement. C'est l'engagement que l'on peut prendre 75 ans après. Pour finir, je vais vous lire quelques extraits de du fameux poème d'Éluard qui s'appelle « Liberté ». Sur mes cahiers d'écolier, sur mon pupitre et les arbres, sur le sable de neige, j'écrirai ton nom. Sur les pages lues, sur toutes les pages blanches, pierre, sang, papier ou cendre, j'écrirai ton nom. Sur les images dorées, sur les armes des guerriers, sur la couronne des rois, j'écris ton nom. Sur la mousse des nuages, sur les sueurs de l'orage, sur la pluie épaisse et fade, j'écris ton nom. Sur mon chemin gourmand et tendre, sur ses oreilles dressées, sur ma patte maladroite, j'écris ton nom. Sur toute chair accordée, sur le front de mes amis, sur chaque main qui se tend, j'écris ton nom. Sur la santé revenue, sur le risque disparu, sur l'espoir sans souvenir, j'écris ton nom. Et par le pouvoir d'un mot, je recommence ma vie. Je suis né pour te connaître, pour te nommer liberté. Je vous remercie de votre attention. Nous allons remettre une gerbe en mémoire des soldats morts pour la France. Et je vous demande d'observer une minute de silence. Je vous remercie.